On a vu beaucoup de coachs sur le marché se lancer, vouloir aider plein de monde, prendre plein de clients autant que possible, être à fond avec leurs clients, être là pour les écouter, être là pour prendre soin d'eux aussi, et au final se retrouver avec leur propre santé qui en prend un coup, et finir un petit peu lessivé, tu vois, comme une batterie qui a été vidée jusqu'au dernier pourcent et voilà, le téléphone est éteint et va plus se rallumer. Euh, Mehmet, toi, tu as 9 ans d'expérience, enfin un peu plus sur le marché du coaching. Je pense que tu es aussi passé par des phases comme celle-là avant de trouver ton équilibre, trouver on va dire, tes sources pour te ressourcer, reprendre de l'énergie. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on voit autant de coachs qui peuvent se retrouver totalement vidés? Là, presque une erreur de débutant, parce qu'en fait, c'est vraiment derrière, il y a une intention très positive de simplement satisfaire et le client et de se rassurer pour se dire oui, je fais des choses, oui, j'apporte de la valeur, oui, je mets beaucoup d'efforts pour apporter cette valeur. Et c'est un vieux biais cognitif qu'on a en France, c'est fais des efforts. En fait, si tu veux mériter ton salaire, tu dois faire des efforts interminables. Et l'idée, c'est que si on a passé comme moi 20 ans dans le salariat, en tant que cadre dirigeant, je passais mes journées de 6 heures à 20 heures, 21 heures le soir à bosser comme un forçat. Et cette culture du travailler dur, faire des efforts interminables, c'est un truc qui est profondément ancré en nous. Et la société, les entreprises, tout est formaté sur cette idée-là en fait. Et l'idée, c'est que quand on se lance à son compte dans son business d'accompagnement, on est dans cette répétition de ces schémas-là. Et si on va un peu plus loin, on se rassure, entre guillemets, parce qu'au début, si on commence de zéro, on n'a pas de clientèle, on n'a pas de notoriété, on n'a rien en fait, et moi ça je l'ai vraiment traversé, et on fait en sorte que bah, s'il y a des gens intéressés, prospects, qui se transforment en clients, etc., on veut tout leur donner d'un coup, et vraiment. Et je me rappelle d'une de mes clientes, en fait, qui était la première, je lui ai tellement donné qu'à un moment, en fait, dans tout ce que je lui apportais, elle comprenait plus ce que je lui apportais. Et elle comprenait plus parce qu'il y en avait tellement qu'elle savait plus en fait où regarder, où donner de la tête, etc. Et si c'est bien en fait de donner beaucoup au départ, c'est aussi au départ que on peut recalibrer les choses puisque les personnes qui sont les premières à prendre tes services, c'est elles en fait qui vont te dire en fait là il y en a assez et là il y en a pas assez. Et l'idée c'est que quand on est dans cette démarche, l'intention positive qu'on a, c'est de délivrer un maximum. Mais là-dedans, on oublie deux choses. La première, c'est que on est dans des métiers de services qui ont en fait une obligation de moyens et pas de résultats. Et l'idée, c'est que en tant que coach, en tant qu'accompagnant, peu importe ce que vous faites, c'est l'obligation de moyens qui prime et on a l'obligation d'amener les meilleurs moyens possibles à nos clients. Pourquoi? Parce que la responsabilité est divisée, le client a sa responsabilité et l'accompagnant a également, lui, sa responsabilité par rapport à ce qu'il délivre. Mais on ne va pas se cacher derrière ça, parce que ce serait une excuse que de dire ah oui, moi, c'est juste une obligation de moyens. Pas du tout. L'idée, c'est de comprendre tellement bien, en fait, la cible de personnes qu'on accompagne et de répondre tellement précisément à ce besoin que là, en fait, on est non seulement juste, mais surtout, on est juste, en fait, dans la manière de délivrer. Et là, j'en reviens au deuxième point, puisque l'idée, en fait, c'est que quand on a cette obligation de moyens, on apporte des outils, mais encore faut-il que les outils soient adaptés aux problèmes qu'on veut résoudre. Et toute la justesse de ça repose en fait sur comment vous allez écouter et surtout bien comprendre la personne que vous accompagnez. Et avec le temps, je vais te donner un exemple vraiment au tout début, vraiment les premiers clients que j'ai eus, je partais sur 12 séances, j'offrais 2 séances ou 4 séances de plus. C'était des trucs interminables. C'est-à-dire que les clients venaient me voir et je leur donnais plus que ce qu'ils attendaient. Mais le truc, c'est que plus t'en donnes, moins les gens voient la valeur. Et avec le temps, j'ai tellement réduit drastiquement que je suis passé en dessous du nombre de séances, c'est-à-dire j'ai divisé quasiment par 3 le nombre de séances que je donne.
Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai arrêté d'être un généraliste et je suis devenu un spécialiste. Et en devenant spécialiste d'une cible de clients très particulier, j'ai réussi en fait à Hmm. être tellement précis dans ce que j'apporte que j'ai pas besoin de faire des séances à rallonge, de ramener telle ou telle quantité de choses. Je leur donne juste précisément ce dont ils ont besoin, qui suffit à donner des résultats extraordinaires derrière. Et les personnes, en fait, juste avec ça, peuvent repartir et tout transformer dans leur vie. Et l'idée, c'est avec, moi ça m'a pris 9 ans pour le comprendre, pour le calibrer, etc., trouver le juste milieu, c'est justement au départ où on a besoin d'un gros volume et de cobayes, entre guillemets, des personnes qui vont être dans ce qu'on appelle les offres en bêta-test. Tu vas faire une offre en bêta-test pour amener les clients dans ton programme, tester en fait tes outils, tester la manière dont tu les as agencés, tester aussi l'intensité, ce que ça provoque chez les clients, etc. etc. Et l'idée, c'est qu'au départ, tout ça, tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas des gens qui rentrent dans ton accompagnement. Et en fait, au départ, et ça je le recommande à personne, moi pendant 2 ans, les 2 premières années où justement j'ai construit tout ça, j'ai franchement dû coacher plus de 1000 voire 2000 personnes sur 2 ans. Pour la simple et bonne raison que pour tester mon accompagnement et ce que je voulais mettre dedans et surtout mon positionnement par rapport à une cible très précise, j'ai dû en fait vraiment faire tout type de profil de personnalité, de clients, etc. pour justement me casser le plus les dents, échouer le plus souvent possible pendant 2 ans. Et ouais, il faut avoir le moral solide parce que à chaque client pas content, pas satisfait, etc., j'en ai eu plein. Et ça, par contre, ça a été le terreau fertile, c'est-à-dire les fondations pour construire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vraiment, j'ai vécu des moments avec des clients vraiment inconfortables au possible, mais tous ces moments-là m'ont permis de comprendre tout ce que je sais aujourd'hui, justement pour comment calibrer mon positionnement, mon offre, etc. Et à l'intérieur de ça, en fait, c'est comment tu deviens un spécialiste et comment tu poses après un cadre sur tout ça pour bien le faire comprendre aux personnes et aux prospects et aux clients que tu vas avoir pour la suite. Et j'en reviendrai toujours au cadre, puisque sans cadre, en fait, l'accompagnement ne peut pas avoir l'impact qu'il devrait avoir. Et c'est souvent parce qu'on n'a pas mis de cadre clair, solide et précis sur qu'est-ce que je résous par rapport à mes clients, par rapport à mes prospects. C'est souvent parce que le cadre est mal posé et qu'il n'est pas clair déjà pour la personne que on veut sans cesse en rajouter un maximum dedans. Et je vais mettre ça, et je vais mettre ça. Ah oui, mais il faut en donner plus. Il n'y a pas besoin d'en donner plus. C'est comme quand tu vas prendre ton café. Si ton café, tu l'aimes, tu sais, pas sucré, tu le bois sans sucre. Si tu l'aimes un peu sucré, tu vas trouver le bon dosage. C'est soit un sucre, soit un demi-sucre. Mais si tu mets 3 ou 4 sucres, le café, il va être quoi? Il va être dégueulasse en fait. C'est pour ça que trouver le juste équilibre, c'est vraiment important par rapport à son offre et par rapport à son positionnement. Mais pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Parler à ta cible, aller les voir, leur expliquer en fait ce que tu fais, mais surtout passer un maximum de temps à écouter les personnes que tu veux accompagner. Arrêter d'être centré sur toi et moi et qu'est-ce que je vais mettre, est-ce que je mets de la PNL, du truc, du machin, on s'en fout. Parce qu'en fait, l'idée c'est que chaque fois que tu crées comme ça un accompagnement, c'est comme si tu arrivais en fait aux urgences et que tu t'es sectionné un bras et que la personne qui arrive aux urgences, le médecin te dit alors attendez, on va vous donner des compresses stériles, on va utiliser du fil de 0,2 mm, on va prendre une aiguille de 1,2 mm et surtout on va vous expliquer aussi comment ça va se passer. Tu crois vraiment qu'une personne qui a le bras sectionné, qui est en train de souffrir, qui a mal, qui arrive aux urgences, elle en a quelque chose à foutre de l'aiguille que tu vas utiliser? Franchement. Voilà. C'est une belle métaphore, je trouve. Génial, la métaphore est très bonne. On est souvent concentré sur ce qu'on fait en tant que spécialiste, expert. On a envie d'expliquer la technique, là où nos clients veulent en fait résoudre un problème, Hmm. veulent de la valeur. Et finalement, le nombre d'heures qu'on y passe est pas forcément corrélé à la valeur, contrairement
aux croyances qu'on peut avoir. Là, toi, tu t'expliquais que tu avais réduit au maximum le truc. Et quand on regarde bien, c'est ce que font les sculpteurs, par exemple. Ouais, À l'opposition d'un peintre qui, lui, part d'une toile blanche et ajoute. Le sculpteur, il part d'un bloc de matière et il essaie de réduire le plus possible. c'est ça. Les designers d'Apple, ils ont travaillé très, très, très dur pour enlever le plus de choses possibles du produit. Euh, Derrière cette envie aussi enfin, parfois derrière ce surmenage, est-ce que tu penses qu'il peut aussi avoir une sorte de syndrome un peu du sauveur, du coach qui serait prêt à tout pour ses clients, qui est censé faire une séance de 30 minutes et qui se retrouve à faire 3 heures d'affilée, qui se retrouve à répondre à ses clients le soir à 22 heures sur WhatsApp. Euh, Là-dessus, toi, qu'est-ce que tu as observé? Comment tu vois les choses? Alors j'avais ce même problème en fait au tout début, il y a 9 ans de ça, et je voulais toujours en donner plus. Le truc c'est que euh, là, une fois de plus, c'est une question de limite. On n'a pas su poser les limites et le cadre avec les clients. Et savoir déterminer un cadre de départ contractuel dans lequel la personne peut s'épanouir, mais nous aussi en tant qu'accompagnants, ça ne veut pas dire en fait se sacrifier et vraiment passer son temps à être la secrétaire de ses clients, quoi. On n'est pas là pour ça. L'idée en fait, c'est comment on arrive à poser ce cadre de façon juste et écologique. Écologique veut dire bon, vrai et équitable pour soi et pour le client. Et l'idée, c'est que là-dessus, en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun va trouver son cadre vis-à-vis de ça. Et le fait de vouloir en donner beaucoup, faut regarder aussi en soi par rapport. Il y a un jeu émotionnel là-dedans. C'est de croire que plus j'en donne, plus j'ai de la valeur. Et c'est faux, puisque plus tu donnes, et c'est un peu le. Tu sais, je crois que c'est Jérémy qui m'avait dit ça une fois, c'est le gratuit ne paye pas. C'est-à-dire que plus tu donnes des choses, plus les gens pensent que c'est gratuit, que tu le fais, tu l'offres, c'est un cadeau et tout, moins ils y mettent de la valeur. Et pour exemple, un jour, j'ai acheté une formation il y a 10 ans de ça en CPF. Et en fait, comme c'était un cadeau, grosso modo, que je me faisais avec mon compte CPF, je n'y ai vu aucune valeur. Donc la formation, je l'ai quasiment jamais ouverte. Hmm. Pour la Ouais. simple et bonne raison que c'était presque quelque chose de gratuit que je me suis offert, puisque c'était mon compte CPF, etc. Tu n'y mets pas de valeur en fait. Et comme tu n'y mets pas de valeur, bah derrière, tu ne le valorises pas et tu ne t'en sers pas forcément comme ça devrait être avec la valeur qu'il y a dedans, quoi. Et puis en tant que vendeur, enfin, ou offreur, du coup, tu te renforces l'idée aussi que ton truc n'a pas de valeur, puisque C'est ça, tu te c'est ça. démontres que finalement les gens l'utilisent pas ou en tirent pas de valeur, du moins. Donc, C'est ça. Et c'est pour ça que plus tu donnes, moins il y a de valeur, alors que plus tu donnes à la juste mesure de ce que la personne a besoin sans en rajouter, là, derrière, l'impact est beaucoup plus fort. et justement, on a fait une vidéo sur la partie vente pour les coachs, c'est-à-dire comment est-ce que on vend quand on est coach, ou pour être plus précis, comment est-ce qu'on donne envie d'acheter sans du coup être dans une posture commerciale, mais en étant plus dans une posture d'écoute, une posture typiquement de coaching en fait. La vidéo sera en description, donc c'est vraiment l'endroit où aller si tout ce qu'on a dit aujourd'hui vous a parlé et que vous voulez aller plus loin. Merci beaucoup Mehmet. Merci à toi.